Leçon 2, droits et libertés fondamentaux. Donc, dans une leçon numéro 1, je le rappelle, nous avons vu la partie qui concernait le contenu des droits et libertés fondamentaux. Nous avons parlé des droits et libertés relatifs à la vie et au corps, notamment du droit à la vie, qui, je le rappelle, est consacré par l'article 2 de la CEDH et l'article 3 de la DUDH. Nous avons parlé bien sûr de la transmission de la vie, en commençant par la liberté de donner la vie et la liberté de ne pas donner la vie. Dans la liberté de donner la vie, nous avons parlé de la liberté de donner la vie de manière naturelle et la liberté de donner la vie grâce à la PMA. Enfin, dans la liberté de ne pas donner la vie, nous avons parlé de la place de l'État et de l'individu, pour terminer sur la question juridique soulevée par l'IVG. Dans cette leçon numéro 2, nous allons maintenant parler de la protection de la vie et de la santé. Donc, on a vu la transmission de la vie, maintenant nous allons parler de la protection de la vie et de la santé. Dans cette partie, nous verrons le droit à l'intégrité de la personne et nous allons commencer par l'interdiction de la torture ou d'un traitement inhumain ou dégradant. Deuxièmement, nous verrons l'interdiction des expérimentations humaines. Donc pour ce qui est de l'interdiction de la torture, elle repose sur des affirmations textuelles qui sont fondamentales. L'article 3 de la CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Des dispositions similaires figurent à l'article 5 de la DUDH et à l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui énonce « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Donc à ces textes s'ajoutent des conventions internationales spécialisées, notamment la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que la Convention européenne du 26 novembre 1987 créant le Comité européen pour la prévention de la torture. Donc je le rappelle, l'article 3 de la CEDH, l'article 5 de la DUDH, l'article 7 du PIDCP, la Convention des Nations Unies de 1984 et la Convention européenne de 1987 qui crée le Comité européen pour la prévention de la torture. Ces instruments ont permis de renforcer le cadre institutionnel de prévention, même si la multiplication des textes n'aboutit pas toujours à une application homogène. S'agissant de la définition de la torture, qu'est-ce que la torture ? Donc cela reste toutefois imprécis. Selon l'article 1er de la Convention de l'ONU de 1984, il s'agit de tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne. Donc je répète, il s'agit de tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement, et c'est très important ce caractère intentionnel, infligées à une personne. Le critère de l'intention est donc un élément distinctif. Cependant, la frontière entre torture et traitement inhumain ou dégradant reste sujette à interprétation et peut varier selon les juridictions. Cette ambiguïté jurisprudentielle, on la retrouve notamment par l'arrêt CEDH, Irlande contre Royaume-Uni, du 18 janvier 1978. Des membres de l'IRA avaient subi divers sévices, notamment de la privation de sommeil, des bruits continus, un encapuchonnement, des positions douloureuses, privations sensorielles. La Commission européenne y a vu des actes de torture, tandis que la Cour européenne a estimé qu'il s'agissait de traitements inhumains ou dégradants, considérant qu'il n'y avait pas eu de volonté délibérée de provoquer des souffrances d'une intensité suffisante pour atteindre le seuil de la torture. La jurisprudence ultérieure confirme cette exigence de proportionnalité dans l'appréciation des faits.
Ainsi, dans l'affaire CEDH Tomasi contre France, le 27 août 1992, des violences subies en garde à vue ont été qualifiées de traitements inhumains et dégradants. Plus récemment, dans un arrêt du 30 janvier 2020, JMB et autres contre France, la Cour a condamné la France pour des conditions de détention indignes, considérées comme un traitement inhumain et dégradant. De même, dans un arrêt du 15 octobre 2015, affaire A contre France, on n'a pas vraiment de nom de cette affaire, la Cour a considéré que l'utilisation d'une matraque sur un détenu déjà maîtrisé constituait un acte volontaire relevant d'un traitement inhumain et dégradant, la force employée étant sans justification. En revanche, dans l'arrêt CEDH KA et AD contre Belgique, 17 février 2005, relatif à des pratiques sadomasochistes librement consenties, la Cour a estimé que le consentement de la personne excluait la qualification de traitement inhumain ou dégradant. Enfin, dans l'arrêt CEDH Bouillide contre Belgique du 28 septembre 2015, la Cour a jugé que le simple fait pour un policier de gifler une personne en garde à vue, sans nécessité ni provocation, constitue un traitement inhumain et dégradant, rappelant que toute violence délibérée infligée à une personne sous le contrôle de l'État viole la dignité humaine. Donc nous avons vu l'interdiction de la torture ou d'un traitement inhumain ou dégradant. Nous allons voir dans une deuxième partie l'interdiction des expérimentations humaines. Donc le terme eugénisme consiste en l'amélioration de la race. C'est le terme qui est donc donné à l'eugénisme. Ce concept a été appliqué durant la Seconde Guerre mondiale par des médecins nazis dans le cadre de programmes d'expérimentation sur l'être humain. Sur le plan international, le principe fondamental de bioéthique est celui de l'interdiction absolue d'imposer une expérimentation à un individu sans son consentement éclairé. Ce principe découle à la fois de textes internationaux tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention d'Oviedo, Oviedo, ainsi que de la législation française qui consacre la primauté de la personne humaine sur la recherche scientifique. Toute expérimentation pratiquée sans consentement constitue alors une atteinte à l'intégrité physique, engageant la responsabilité civile et pénale de son auteur. Le Code civil français affirme que le corps humain est inviolable et qu'il ne peut pas faire l'objet d'une atteinte qui n'est pas nécessaire et consentie. Donc, le corps humain ne peut pas faire l'objet d'une atteinte non nécessaire et non consentie. Donc si on tourne la phrase dans l'autre sens, ce sera plus simple. Le corps humain est inviolable et il ne peut faire l'objet que d'une atteinte nécessaire et consentie. La jurisprudence administrative a également consacré ce principe dans la décision du Conseil d'État de 1991, le 4 octobre, Milo. Le Conseil d'État a jugé interdite toute expérimentation sur un patient en état végétatif. En effet, le Conseil d'État a précisé que le consentement ne pouvait être exprimé. Dans la décision du Conseil d'État du 2 juillet 1993, Milo, il a précisé que le respect de la personne humaine ne cesse pas avec la mort et que toute expérimentation sur un patient en état de mort cérébrale est prohibée, sauf nécessité scientifique reconnue et consentement préalable du défunt ou de ses proches. Ces solutions ont été consacrées par la loi du 25 juillet 1994, intégrée au Code civil. Les expérimentations sur l'être humain ne sont alors possibles que dans le cadre d'un protocole autorisé sous le contrôle des comités d'éthique et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ANSM. Toute expérimentation sur une personne vulnérable est interdite, sauf dans les conditions strictement prévues par la loi et sous contrôle judiciaire.
La loi du 29 juillet 2022, entrée en vigueur le 31 juillet 2022, précise que les recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisées uniquement dans 3 hypothèses. Premièrement, les recherches interventionnelles qui comportent une intervention sur la personne et ne sont pas justifiées par une prise en charge habituelle. Deuxièmement, les recherches interventionnelles à risque et contraintes minimes, dont la liste est fixée par l'arrêté du ministre de la Santé. Troisièmement, les recherches non interventionnelles ne comportant aucun risque ni contrainte lorsque tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière naturelle, de manière habituelle. S'agissant de la recherche sur l'embryon humain, l'interdiction n'est pas absolue mais fortement encadrée. Les lois bioéthiques du 6 août 2004, du 7 juillet 2011, du 2 août 2021 à son article 20, du 31 juillet 2022 et du 6 août 2023, donc pour répéter parce que c'est long, 2004, 2011, 2021, 2022, 2023 ont successivement assoupli et précisé les conditions de recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. Ces recherches doivent reposer sur une pertinence scientifique avérée, poursuivre une finalité médicale ou de connaissances biologiques, et ne pouvoir être menées sans recourir à des embryons humains. Donc ces recherches sont autorisées par l'Agence de la biomédecine après examen du protocole de recherche et avis d'un comité d'éthique. L'ANSM peut suspendre ou interdire toute activité de conservation de cellules embryonnaires contraires aux principes éthiques. Enfin, le clonage reproductif demeure strictement interdit en droit français comme en droit international, conformément à la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique, confirmée par les réformes de 2011, 2021 et 2023, qui prohibent toute intervention visant, je cite, à faire naître une personne génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée. Donc maintenant que nous avons terminé cette partie, il s'agissait du droit à l'intégrité de la personne. À l'intérieur de la partie sur la protection de la vie et de la santé, nous allons voir dans une deuxième partie l'existence d'obligations imposées pour la protection de la vie et de la santé. Donc vous l'avez compris, ces obligations qui sont imposées donc, par l'État, notamment pour la protection de la vie et de la santé, il s'agit notamment des vaccinations obligatoires, des visites médicales obligatoires, et enfin de la question de l'hospitalisation forcée. S'agissant des vaccinations obligatoires, il faut préciser que la vaccination constitue un moyen de protection collective qui vise à prévenir ou éradiquer certaines maladies infectieuses. La vaccination s'inscrit dans une logique de santé publique, bien qu'elle puisse être perçue par une minorité d'individus comme une atteinte à l'intégrité physique et à la liberté individuelle. En France, la vaccination obligatoire a été instaurée dès le XXe siècle, notamment pour lutter contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Ces mesures ont permis d'éradiquer ou de maîtriser durablement plusieurs maladies graves. D'autres vaccins ont ensuite été rendus obligatoires dans le cadre d'une politique nationale de prévention sanitaire. La crise nationale sanitaire liée à la Covid, c'est même une crise mondiale, la crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19 a ravivé le débat sur la nécessité et la légitimité de la vaccination obligatoire. Certaines personnes ou groupes, notamment les témoins de Jéhovah, s'y opposent pour des motifs religieux ou éthiques, refusant également les transfusions sanguines. Toutefois, les médecins demeurent soumis au devoir de soigner et au principe d'assistance à personne en danger, ce qui limite les dérogations à la vaccination à des cas exceptionnels strictement encadrés par la loi.
Donc il y a eu des contestations qui ont été liées au vaccin contre la Covid-19, qui se sont développées notamment en raison de la crainte d'effets secondaires, parfois graves, ou de cas isolés de décès. Cependant, ces incidents demeurent statistiquement marginaux. La vaccination présente en effet un rapport bénéfice-risque largement favorable selon les autorités sanitaires. Dès lors, une question essentielle se pose. Une politique de santé publique peut-elle justifier une vaccination généralisée alors même qu'il existe un risque résiduel estimé à environ 1% de pathologies graves liées à la vaccination? Autrement dit, est-ce que une politique de santé publique, est-ce qu'elle peut justifier une vaccination pour tout le monde, de manière généralisée, alors même qu'il existe quand même un risque résiduel, mais un risque quand même, à environ 1%, que ce vaccin provoque des pathologies graves? Donc cette question, elle illustre finalement une tension permanente entre intérêt collectif et protection de l'intégrité individuelle. Bon, il n'y aura pas de réponse, mais en tout cas, vous avez compris, le vaccin, lorsqu'il est obligatoire, porte parfois des risques, donc la question reste ouverte. En tout cas, il s'agit bien sûr du cœur du droit de la santé publique moderne. Dans une deuxième partie, nous verrons les visites médicales obligatoires. Les visites médicales obligatoires constituent un instrument de prévention et de contrôle sanitaire imposé par la puissance publique afin de garantir la protection de la santé individuelle et collective. Donc cette partie est très courte, on va parler de ce qu'elles permettent de faire. Par exemple, les visites médicales obligatoires permettent de détecter de manière précoce des pathologies chez les enfants ou d'assurer un suivi médical régulier dans certaines situations qui présentent un risque assez particulier. Ça concerne notamment les toxicomanes et les personnes alcooliques qui ont commis des infractions graves. Ces individus ne peuvent retrouver certains droits, tels que la possibilité de repasser le permis de conduire, qu'après un examen médical préalable qui confirme leur aptitude. Les visites médicales, elles peuvent également viser la détection et le suivi de maladies graves. C'est le cas du VIH, SIDA, dans le cadre d'une politique de surveillance épidémiologique. Donc, de manière historique, historiquement, certaines visites relevaient aussi d'un objectif de prévention sociale, puisque jusqu'en 2007, la visite prénuptiale était obligatoire avant le mariage, afin de dépister d'éventuelles maladies transmissibles et d'informer les futurs conjoints sur les questions de santé. Bon, ce n'est plus d'actualité, bien sûr. Donc maintenant, nous allons parler de la question de l'hospitalisation forcée. L'hospitalisation sans consentement constitue bien sûr une atteinte exceptionnelle à la liberté individuelle, justifiée par des impératifs de santé publique et de protection de l'ordre public. Jusqu'à la réforme de 2011, on parlait d'hospitalisation d'office, instaurée par la loi du 30 juin 1838, qui permettait l'internement des personnes atteintes de troubles mentaux sur décision administrative du préfet ou du maire, ou à la demande d'un tiers. Mais ce régime était critiqué pour son caractère coercitif et ses faibles garanties procédurales. Il a donc été profondément remanié par la loi du 5 juillet 2011, laquelle a introduit la notion d'admission en soins sans consentement, marquant un adoucissement du dispositif et une meilleure protection des droits des patients. Deux hypothèses principales sont désormais prévues. Donc nous verrons la première hypothèse, l'admission à la demande d'un tiers, et la deuxième hypothèse, l'admission sur décision de l'autorité administrative. S'agissant de l'admission à la demande d'un tiers, elle intervient lorsqu'une personne présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. Cette admission doit être demandée par un tiers et appuyée par 2 certificats médicaux concordants. Toutefois, en cas de péril imminent, un seul certificat médical suffit. Concernant maintenant l'admission sur décision de l'autorité administrative, lorsqu'une personne présente des troubles mentaux susceptibles de porter atteinte à l'ordre public ou à la sûreté des personnes,
Le maire, en cas d'urgence, ou en cas de carence, le préfet, peut ordonner son hospitalisation sans consentement sur la base d'un avis médical circonstancié. Donc toute la difficulté finalement réside dans l'évaluation de la dangerosité de l'individu. Certains cas médiatisés peuvent en pratique dissuader le maire de prononcer une hospitalisation sans consentement, même lorsque l'ordre public est menacé. Enfin, depuis la loi du 5 juillet 2011, ces mesures sont soumises au contrôle du juge des libertés et de la détention, JLD, chargé de vérifier la proportionnalité et la légalité de la privation de liberté, garantissant ainsi un équilibre entre protection de la santé, sécurité publique et respect des libertés fondamentales. Dans une dernière partie, nous allons voir maintenant la partie sur la fin de la vie, partie la plus importante à mes yeux puisque elle fait partie de réformes assez récentes. Donc nous verrons d'abord l'interdiction de donner la mort, il s'agit du principe. Ensuite nous verrons le terme de l'euthanasie. Enfin nous terminerons sur le suicide. S'agissant de l'interdiction de donner la mort, nous observons d'une part une évolution historique notable dans ce domaine. La peine de mort existait dans la plupart des sociétés, et ce depuis les périodes les plus anciennes. Dans les deux grands codes mésopotamiens, donc vers 2100 environ avant notre ère, le code d'Ur-Nammu et le code d'Hammurabi, on trouve donc dans ces codes mésopotamiens déjà des dispositions à caractère pénal relatives au meurtre, au vol ou encore au viol. On retrouve notamment le proverbe « œil pour œil, dent pour dent ». Donc autrefois, la peine encourue variait selon le statut social de la victime. Ainsi, le meurtre d'un homme libre, donc quand on tuait un homme libre, qui n'était pas esclave par nature, était puni de mort, donc de la peine de mort. Alors que quand il s'agissait du meurtre d'un esclave, cela entraînait simplement le paiement d'une indemnité à son propriétaire. Donc vous voyez bien, il s'agissait d'une hiérarchisation juridique des individus, typique des sociétés anciennes où la valeur de la vie humaine n'était pas égale pour tous. Enfin, il convient de noter que le féminicide n'est pas encore pleinement intégré dans le droit pénal français en tant qu'infraction autonome, bien qu'il soit désormais reconnu comme une circonstance aggravante dans certains cas d'homicide. L'évolution de la question de la peine de mort a suscité de nombreux débats, notamment autour de son caractère prétendument exemplaire. Les opposants à cette pratique rejettent l'idée selon laquelle elle aurait un effet dissuasif sur la criminalité, soulignant qu'aucune corrélation n'a été démontrée entre l'existence de la peine de mort et la baisse du taux de criminalité. L'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme affirme que la mort ne peut être infligée intentionnellement à quiconque, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal ou encore dans le cadre de la répression d'une émeute ou d'une insurrection. Donc ce texte a été écrit à l'époque où la peine de mort n'était pas encore abolie. D'où la précision, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal, qui aujourd'hui ne fonctionne plus évidemment. Toutefois, un retour en arrière serait désormais considéré comme une régression majeure. En effet, le protocole numéro 6 à la CEDH, adopté en 1983, prévoit donc expressément que la peine de mort est abolie et que nul ne peut être condamné à une telle peine. Sur le plan international, environ 50 États maintiennent encore la peine de mort, notamment l'Iran, le Pakistan et l'Arabie saoudite, avec une centaine d'exécutions chaque année. Un rapport annuel d'Amnesty International dénonce de tels agissements. Mais il faut rappeler qu'en France, la peine de mort était encore appliquée dans les années 1970, sous la forme des exécutions capitales. La loi du 9 octobre 1981, dite loi Badinter, a définitivement aboli la peine de mort sur les territoires français.
Par ailleurs, la France refuse d'extrader toute personne vers un État où elle risque d'être condamnée à mort, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État du 27 février 1987, rendue dans l'affaire Soring. La Constitution française intègre désormais le rejet explicite de la peine de mort à travers l'article 66-1, qui énonce que nul ne peut être condamné à la peine de mort. Enfin, comme pour l'interruption volontaire de grossesse, cette constitutionnalisation traduit la volonté de prévenir toute remise en cause future de l'abolition par le biais d'un simple vote législatif. Nous avons vu le cas de l'interdiction de donner la mort, nous allons voir maintenant le cas de l'euthanasie. L'euthanasie se définit comme l'aide apportée à une personne pour mourir. On distingue de manière traditionnelle l'euthanasie passive et l'euthanasie active. Donc nous allons commencer par l'euthanasie active. Celle-ci consiste à provoquer délibérément la mort d'un patient par l'administration d'une substance létale. Elle concerne généralement une personne gravement malade ou en fin de vie. Sur le plan juridique, elle demeure assimilée à un meurtre, lorsqu'elle est accomplie sans préméditation, ou à un assassinat lorsqu'elle est préméditée. Toutefois, dans certaines affaires, les juridictions font preuve d'une grande clémence, prononçant parfois une peine symbolique, comme une peine de prison avec sursis plutôt qu'une condamnation lourde. En effet, en pratique, il paraît assez difficile sur le plan moral comme judiciaire de sanctionner sévèrement, par exemple, une mère ayant mis fin aux souffrances de son enfant gravement malade. Enfin, l'euthanasie passive consiste à interrompre ou ne pas entreprendre un traitement qui maintient artificiellement la vie d'un patient. Donc elle rejoint la position adoptée par plusieurs comités de déontologie médicale qui assimilent cette pratique au refus de l'acharnement thérapeutique que l'on appelle l'obstination déraisonnable. En effet, il est interdit aujourd'hui de prolonger artificiellement la vie d'une personne atteinte d'une affection grave ou en état végétatif lorsque les traitements apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le maintien artificiel de la vie. Pourtant, il existe un serment d'Hippocrate qui impose aux médecins de protéger la vie des patients, mais ceux-ci ne doivent pas agir de manière déraisonnable lorsqu'une personne voit sa vie arriver à son terme. Donc il est très important de retenir cette notion d'obstination déraisonnable puisque, je le rappelle, il est interdit de prolonger artificiellement la vie d'une personne atteinte d'une affection grave ou en état végétatif lorsque les traitements apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le maintien artificiel de la vie. En France, il existe une volonté de ne pas prolonger artificiellement la vie de certains malades, lorsque toute perspective de guérison est écartée. On sait que le patient ne va pas être guéri. Donc il ne faut pas donc prolonger de manière artificielle la vie d'un patient dont on sait que sa mort arrive dans un terme court. Cependant, contrairement à ce qui existe dans certains États, il n'existe pas de véritable testament de vie au sens anglo-saxon du terme. Ce dispositif permettrait à une personne en bonne santé d'exprimer à l'avance le souhait d'être aidée à mourir si elle venait à être gravement malade. À titre de comparaison, la Cour suprême des États-Unis, dans son arrêt du 25 juin 1990, a affirmé que le droit de vivre implique le droit de mourir, consacrant ainsi une approche beaucoup plus libérale de la fin de vie. En France, le principe consacré par la loi Leonetti du 22 avril 2005 reconnaît aux patients le droit de refuser un traitement et impose aux médecins de limiter ou d'arrêter les soins lorsqu'ils relèvent d'une obstination déraisonnable. En France, le débat sur la prolongation artificielle de la vie demeure particulièrement sensible, d'autant plus que le Code pénal a longtemps assimilé l'euthanasie active à un meurtre puni en tant que tel.
Avant l'adoption de cette loi, plusieurs affaires médiatisées ont mis en lumière la difficulté pour le juge de trancher des situations à la fois juridiquement complexes et moralement délicates. L'affaire Bonne-Maison de 2015, un médecin urgentiste fut poursuivi pour avoir administré des substances létales à plusieurs patients en fin de vie. Bien qu'il ait été initialement accusé d'empoisonnement, il fut finalement acquitté, le jury estimant qu'il avait agi sans intention criminelle, dans un contexte de souffrance extrême des patients. Cette affaire a profondément marqué le débat sur des limites de la compassion médicale et la responsabilité pénale des soignants. Enfin, l'affaire Lambert, beaucoup plus médiatisée, illustre la complexité juridique et éthique de la fin de vie. À la suite d'un accident de la route, Vincent Lambert est resté plusieurs années dans un état végétatif chronique. L'équipe médicale décida le 10 avril 2013 de cesser l'alimentation artificielle avec l'accord de son épouse, tandis que ses parents s'y opposèrent en invoquant leurs convictions religieuses. S'en est alors suivie une succession de décisions judiciaires. Le Conseil d'État, dans un arrêt du 24 juin 2014, valide la décision médicale d'arrêt des traitements. La Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt du 5 juin 2015, Lambert et autres contre France, confirme cette position, jugeant que la décision française n'était pas contraire à l'article 2 de la CEDH qui protège le droit à la vie. Malgré cela, plusieurs recours ont encore été déposés, le tribunal administratif de Châlons en Champagne, puis la cour administrative d'appel rejetèrent successivement les demandes des parents, notamment le 9 octobre 2015 et le 16 juin 2016. Une nouvelle décision médicale d'arrêt des traitements fut prise en mai 2019, suspendue temporairement par la cour d'appel de Paris le 20 mai 2019. Avant que le Conseil d'État et la Cour de cassation ne confirment définitivement, le 28 juin 2019, la légalité de l'arrêt des soins. C'est notamment l'arrêt de Souzan. Vincent Lambert est décédé le 11 juillet 2019, mettant un terme à une affaire emblématique du débat français sur la fin de vie. Donc, s'agissant de la question de l'aide à mourir, il faut rappeler que l'euthanasie et le suicide assisté sont regroupés sous le terme d'aide active à mourir. Ces deux pratiques sont interdites en France. À l'étranger, elles ont été dépénalisées dans 10 pays à ce jour. L'aide active à mourir désigne tout acte ayant pour finalité de provoquer la mort d'une personne à sa demande lorsqu'elle est atteinte d'une maladie grave et incurable en phase avancée ou terminale. Le terme d'aide active à mourir peut renvoyer à la fois à l'euthanasie et au suicide assisté. Dans les deux cas, un médecin est impliqué. Le Parlement a été saisi de nouveaux textes relatifs à la fin de vie et à l'accompagnement des patients en France. Cependant, la dissolution de l'Assemblée nationale a entraîné l'obligation de reprendre l'ensemble de la procédure législative, c'est-à-dire la présentation du projet de loi, la discussion et le vote depuis le début. Le récent projet de loi sur la fin de vie a finalement été adopté en première lecture le 27 mai 2025. Il se compose alors de deux volets distincts. Le renforcement de l'accès aux soins palliatifs et la consécration d'un droit à l'aide à mourir. S'agissant du renforcement de l'accès aux soins palliatifs, il faut préciser que les soins palliatifs ont pour but d'aider à maintenir au maximum la qualité de vie des patients atteints d'une maladie grave. Ce maintien de la qualité de vie du patient repose sur la prévention et le soulagement des douleurs physiques et la prise en compte de la souffrance psychologique, sociale et spirituelle. Cependant, l'accès à l'accompagnement en fin de vie est inégal. En effet, il y a encore une grande partie des patients qui n'ont pas accès aux soins palliatifs. On parle d'ailleurs du proverbe « il faut donner des années à la vie », c'est la médecine moderne, il faut donner de la vie aux années, ce sont les soins palliatifs.
Deuxièmement, donc s'agissant de la consécration d'un droit à l'aide à mourir, de ce projet de loi, il permettrait donc sous conditions strictes à un patient majeur atteint d'une maladie incurable entraînant des souffrances physiques ou psychiques réfractaires de demander une assistance médicale pour mettre fin à ses jours. Ce droit à l'aide à mourir serait ainsi institué afin d'autoriser et d'accompagner un malade ayant exprimé la volonté de recourir à un produit létal. Donc le patient devrait en principe s'administrer lui-même ce produit, donc l'auto-administration constituant la règle. Toutefois, si ce patient est physiquement dans l'incapacité de le faire, il pourrait demander à un médecin ou à un infirmier qu'il procède à l'administration. Dans ce cadre, l'intervention d'un soignant demeurerait donc une exception strictement encadrée par la loi. La question la plus délicate réside dans la détermination de la conduite à tenir en cas d'inaptitude physique ou psychique, afin que les personnes incapables de procéder elles-mêmes à l'euthanasie puissent néanmoins bénéficier d'une aide effective. La place du médecin apparaît ici essentielle. Il est reconnu que l'administration directe d'un produit létal par un praticien ne saurait entraîner de poursuite pénale, dès lors qu'il n'y a ni provocation au suicide, ni abstention fautive assimilable à une non-assistance à personne en danger. Nous sommes toujours dans le projet de loi. L'une des questions les plus controversées tient à la nature même de ce droit. Certains estiment que l'aide à mourir ne traduit pas véritablement l'expression d'une liberté individuelle sur son corps et sur sa vie, mais qu'elle constitue plutôt une réponse ultime à des situations de souffrance prolongée dans lesquelles toute perspective d'amélioration est écartée. Pour accéder à l'aide à mourir, selon le projet de loi, le malade devra remplir 5 conditions: être majeur, être français ou résident étranger régulier et stable en France, être atteint d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale. Un amendement du gouvernement a notamment explicité la phase avancée de la maladie, qui reprend la définition donnée par la Haute Autorité de Santé dans son avis du 6 mai 2025. Cette phase avancée est donc caractérisée par l'entrée dans un processus irréversible marqué par l'aggravation de l'état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie. Selon l'exécutif, la prise en compte de ces repères dans la loi permettra d'éviter une application variable de l'aide à mourir qui pourrait générer des inégalités d'accès ou exposer des médecins à des décisions isolées sans fondement partagé. 4e condition, présenter une souffrance physique ou psychologique constante réfractaire au traitement ou insupportable. Selon lui, donc selon le patient, lorsque le patient a choisi de ne pas recevoir ou d'arrêter un traitement. Les députés ont ajouté qu'une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l'aide à mourir. Donc il faut une souffrance physique ou psychologique, mais une souffrance psychologique seule ne peut pas permettre de bénéficier de l'aide à mourir. Donc il faut une souffrance physique et psychologique. Ou alors une souffrance psychologique et aussi que cette souffrance soit insupportable et qu'il a décidé d'arrêter les traitements. 5e condition, être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Le malade devra en effet être capable de prendre sa décision en ayant conscience de la portée et des conséquences de son choix, ce qui exclut les personnes dont le discernement est gravement altéré au moment de la démarche. La séparation des 2 textes, l'un consacré aux soins palliatifs et l'autre à la fin de vie, s'explique par la volonté du législateur de distinguer 2 démarches complémentaires mais juridiquement et éthiquement différentes. En effet, vous l'avez compris, les soins palliatifs, eux, visent à soulager la douleur, accompagner la personne, préserver la dignité du patient jusqu'à sa mort naturelle sans provoquer celle-ci. A l'inverse, le texte sur la fin de vie introduit un droit à l'aide à mourir qui implique une possible intervention médicale pour abréger la vie à la demande du patient. En séparant ces 2 volets, le Parlement entend éviter toute confusion entre accompagnement et euthanasie,
garantir le développement autonome des soins palliatifs et mieux encadrer le débat éthique et médical autour de la mort provoquée. S'agissant des formalités, la demande doit être adressée à un médecin hospitalier ou libéral et formulée en présence du professionnel de santé par écrit ou par tout autre moyen, mode d'expression adapté aux capacités du patient. Cette souplesse vise notamment à prendre en compte les situations de handicap ou les altérations fonctionnelles importantes, notamment celles des personnes atteintes d'une maladie dégénérative qui ne peuvent ni écrire ni parler. Dans ce cas, l'évaluation de la capacité de discernement doit tenir compte du mode de communication utilisé et des dispositifs adaptés sans se fonder exclusivement sur des tests cognitifs, susceptibles d'être influencés par la fatigue, l'anxiété ou les troubles moteurs. Sont concernées les personnes souffrant d'une affection grave et incurable engageant le pronostic vital comme la maladie d'Alzheimer. Le médecin a l'obligation d'informer le patient sur son état de santé, sur les perspectives d'évolution et sur les traitements ou dispositifs d'accompagnement possibles. Un psychologue ou un psychiatre peut être associé à cette évaluation afin de vérifier que la personne dispose d'un accès réel et éclairé à l'information médicale. Enfin, le patient doit être clairement informé des conditions de mise en œuvre de l'aide à mourir, ainsi que de la possibilité d'y renoncer à tout moment. S'agissant de la procédure collégiale, il est nécessaire de faire appel à plusieurs professionnels de santé afin de déterminer deux éléments. D'une part, l'existence d'une affection grave et incurable, et d'autre part, l'aptitude de la personne à exprimer une volonté libre et éclairée. Le collège pluriprofessionnel doit comprendre un médecin extérieur n'intervenant pas dans le traitement de la personne, mais spécialiste de sa pathologie, et un auxiliaire médical participant au traitement du patient. Cette appellation est volontairement large, il peut s'agir par exemple d'un infirmier ou de tout autre professionnel de santé convoqué à la réunion de concertation. Il existe un délai de 15 jours au terme duquel le médecin doit se prononcer sur la demande du patient. Ce dernier dispose ensuite d'un délai de 48 heures pour confirmer son approbation, mais il conserve la possibilité de renoncer ou de reporter la mise en œuvre de l'euthanasie. Les médecins doivent également préciser le produit qui sera utilisé. Ce produit ne peut être préparé que par une pharmacie à usage intérieur de l'établissement. Lors de son administration, des difficultés peuvent survenir si la modalité d'injection ne conduit pas à une effectivité réelle du geste. S'agissant de la clause de conscience, à l'instar de ce qui est prévu en matière d'IVG, il existe une clause de conscience qui permet au médecin de refuser de pratiquer l'injection létale. Ce refus ne peut lui être reproché puisque ce refus garantit sa liberté de choix. Dans ce cas, le patient doit être orienté vers un autre praticien afin d'assurer la continuité de la procédure et le respect de son droit à l'euthanasie. Le patient conserve à tout moment la possibilité de renoncer à l'aide à mourir. Le texte prévoit en outre que seul le patient peut contester en justice le refus du praticien. En revanche, la décision d'autoriser l'accès à l'euthanasie peut être contestée par le protecteur devant le juge des contentieux de la protection lorsqu'il existe un doute sur l'aptitude du patient à exprimer une volonté libre et éclairée. Enfin, les produits administrés doivent pouvoir être évalués par une commission de contrôle composée notamment de 2 médecins et de 2 magistrats afin de garantir la régularité et la sécurité de la procédure. Certaines personnes peuvent s'opposer à l'aide à mourir et il peut arriver que l'entourage du patient ou certains médecins cherchent à le convaincre de renoncer à son projet, en invoquant notamment le principe du respect de la vie. La définition du caractère incurable de la maladie relève du médecin spécialiste de la pathologie concernée qui apprécie la situation au regard des données médicales actuelles. Le délit d'entrave de l'aide à mourir recouvre 2 comportements distincts. D'une part, le fait de perturber l'accès aux établissements où cette aide est pratiquée, notamment en entravant la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces lieux, ou en bloquant les professionnels chargés de la procédure.
D'autre part, le fait d'exercer des pressions morales ou psychologiques par des menaces ou intimidations à l'encontre des personnes cherchant à s'informer sur l'aide à mourir, ou des professionnels de santé participant à sa mise en œuvre. Enfin, et pour terminer, il existe une distinction claire entre d'un côté le droit de conscience reconnu aux praticiens et de l'autre l'interdiction absolue de toute entrave au déroulement régulier de la procédure, quelle qu'en soit la source. Toutefois, il faut rappeler que ce texte n'a pas encore été adopté par le Sénat. En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, la procédure législative devrait être prise intégralement. Nous allons finir sur une petite partie qui concerne le suicide. Dans l'Église catholique, notamment sous l'Ancien Régime, le suicide a longtemps entraîné un refus de donner les sacrements, ainsi que le refus d'inhumer religieusement la personne suicidée. Par ailleurs, la question du suicide soulève des questions juridiques. Il peut être requalifié en homicide lorsque une personne provoque ou entraîne la mort d'autrui sous couvert de suicide. En droit français, la tentative de suicide n'est pas sanctionnée pénalement, conformément au principe de liberté individuelle. En revanche, la provocation au suicide est pénalement réprimée, notamment depuis la loi du 31 décembre 1987, adoptée à la suite de la parution de l'ouvrage Suicide, mode d'emploi. Ce texte marque un affrontement entre la liberté d'expression et le droit à la vie. Par ailleurs, certaines situations plutôt, peuvent relever de l'infraction de non-assistance à personne en danger. Il y a 3 situations distinctes. Premièrement, lorsqu'un individu porte volontairement atteinte à son intégrité corporelle en refusant une intervention médicale vitale, le médecin qui ne tient pas compte de l'état de santé du patient peut être signalé au procureur de la République. Deuxièmement, lorsqu'un détenu entame une grève de la faim, une alimentation forcée et une surveillance médicale peuvent être imposées afin de préserver la vie. Troisièmement, et nous allons terminer sur cela, lorsqu'une personne en situation de grande précarité, comme un sans domicile fixe, refuse d'être hébergée dans un centre d'accueil pendant l'hiver notamment, la question de la non-assistance à personne en danger peut également se poser, notamment en cas de risque vital lié au froid. Le personnel médical ou social peut alors proposer de conduire la personne vers un lieu où elle serait protégée, mais certaines personnes sans abri refusent cette aide, soit parce qu'ils estiment pouvoir supporter les conditions climatiques, soit parce qu'ils considèrent qu'intégrer ces établissements présente un danger ou une atteinte à leur liberté. C'était la leçon numéro 2 du droit à la liberté fondamentaux. Je vous remercie.